Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les 5 films à voir dans votre vie. Un nouvel épisode, on va parler de plusieurs œuvres cultes que vous devez impérativement regarder. J'en ai choisi 5, en général je dis 4, parce que 4 c'est un film par semaine, mais si vous avez le temps, il y a un film bonus à voir, et en même temps il y a une série que je vous conseille. Pareil, si vous avez le temps, ça prend du temps, quoique la série de cette vidéo est assez courte, donc ça se regarde très très vite, c'est un peu une sitcom. En tout cas bref, je mettrai à jour comme d'habitude la liste du Reg Ciné Club sur Letterboxd, et j'ai mis à jour mon top 4 aussi. L'objectif est que vous regardiez ces films, que vous essayiez plein de genres de films différents, et qu'en même temps vous réfléchissiez à ce que vous regardez. C'est ça qui est important aussi, c'est pas juste regarder bêtement. Regardez en VOST si vous pouvez, les films sont disponibles sur les plateformes en Blu-ray ou avec d'autres moyens, clin d'œil. C'est ok de pas aimer tous les films de la liste, l'objectif est vraiment d'essayer. Il n'y aura pas de spoiler évidemment, et je vais vous donner mon avis maintenant sur les films du mois précédent. Le plus populaire des films que j'ai cité le mois précédent est Thelma et Louise, que j'adore, que j'ai revu en salle. Je l'avais jamais vu en salle à l'époque, je l'avais vu à la maison il y a des années, mais là je l'ai revu en salle, c'était génial. UGC il faisait une rétrospective, ils diffusaient à chaque fois avec leur label UGC Culte plein d'œuvres, dont Thelma et Louise, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui j'ai remarqué que Thelma et Louise est l'un des plus beaux, voire le plus beau film de Ridley Scott. Ridley Scott c'est quand même Alien, Blade Runner, Gladiator en termes de beauté, c'est quand même au sommet, mais Thelma et Louise, quelle beauté ce film honnêtement, il y a une esthétique qui est incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Thelma et Louise, c'est grosso modo deux amis qui vont aller prendre quelques vacances à la campagne aux États-Unis, et lors de ce petit road trip, l'une des deux va presque se faire violer. L'autre va réagir en tuant le violeur, et c'est là qu'ils doivent maintenant fuir la police et plein d'autres hommes de leur vie. Parce que ça qui est intéressant, c'est que c'est un road trip western en plein milieu des États-Unis après justement ce crime. Encore une fois, il y a un truc par rapport au viol potentiel qui n'a pas eu lieu et l'acte qui a été fait, donc tuer cet homme. Il n'y a pas vraiment de débat sur la morale de si c'était bien ou pas de le faire, parce que c'est assumé que voilà, le mec est un violeur, c'est bon, on passe à autre chose, il méritait de mourir. Ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est les deux personnalités différentes, c'est la dichotomie entre ces deux femmes, comment elles font équipe pour échapper à la police, au FBI et en même temps à tous les hommes qui les traquent, parce qu'il y a la police oui, mais il y a aussi l'un des maris de l'une des femmes et l'un des ex de l'autre. C'est ça qui est assez fascinant, et c'est considéré comme un classique féministe. Je suis bien conscient que c'est un homme qui l'a réalisé, mais justement Ridley Scott il a créé l'un des films féministes les plus populaires de l'histoire du cinéma, en tout cas du cinéma américain, et c'est le cœur du récit, c'est l'émancipation des protagonistes face à toutes les pressions patriarcales de la société. Ça qui est bien, c'est qu'en fait les hommes qui les pourchassent sont montrés à différents niveaux. Vous savez, il y a le copain, le mari, le policier. Ils sont parfois très méchants avec elle, parfois ils sont un peu plus justes, parfois ils vont juste les voler. Il y a un moment assez iconique avec Brad Pitt, c'est l'un de ses rôles les plus iconiques avant qu'il devienne méga connu, quand il était encore bien plus jeune. Il y a des hommes qui seront juste grotesques, humiliés constamment. C'est un film qui va montrer différentes parties de l'homme, et c'est ça qui est fun, qui est cool à voir, et qui est la vraie critique du patriarcat. Et Ridley Scott, en fait, il arrive parfaitement à filmer l'évolution et la manière dont elles se découvrent, ces femmes, réellement durant ce voyage pour la liberté. Car la métaphore, elle est là, en fait. C'est ces femmes qui vont dans ce road trip, comme un western, littéralement, à travers le pays, des paysages magnifiques, pour se libérer, s'émanciper. En fait, leur trauma, leur crainte s'effacent au fur et à mesure pour laisser place à leur désir, une sorte de solidarité féminine forte. Et le symbole de tout ça, c'est la voiture. C'est, sans mauvais jeu de mots, le moteur du récit dans ces grands moments, ces fresques du pays qui vont faire briller les personnages. Bon, évidemment, t'as envie d'aller aux States partout après avoir vu ce film, mais c'est un film qui est punk, extrêmement bien rythmé, c'est 2 heures qui passent à une vitesse folle, c'est un enchaînement constant de péripéties touchantes, surprenante, loufoque, surtout quand il s'agit de critiquer les hommes, et drôle. Il y a un excellent équilibre des genres, il y a constamment quelque chose par rapport à la catharsis de ce que vivent ces femmes et comment elles vont l'exprimer. C'est ça qui est vraiment satisfaisant tout le long. Il y a une explosion à un moment, mais qui est tellement génial à voir parce qu'elle symbolise tellement tout ce qui se passe dans la vie de ces personnages. C'est l'une des fins les plus cultes de l'histoire du cinéma. Hans Zimmer, c'est l'une de ses meilleures BO. Il a créé un truc aussi, mais qui est tellement unique. Si vous n'avez pas vu Thelma et Louise, vous êtes 44% à l'avoir vu, c'est le film le plus connu de cette vidéo, voyez-le, parce que c'est génial, parce que c'est brillant, parce que Suzanne Sarandon et Jenna Davis, ils ont une alchimie qui est dingue. Cette fin est tellement iconique, vous allez vous en rappeler, vous allez avoir envie de revoir le film juste après. C'est un pur chef-d'œuvre. Je l'ai tellement revu à la hausse, alors que je l'adorais déjà à l'époque, mais je l'ai revu tellement mieux parce que c'est vraiment l'un des meilleurs films de Ridley Scott, avec justement ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je ne peux que vous le recommander. C'est ultra accessible, c'est universel, c'est super bien rythmé, donc tout le monde peut le regarder.
Thelma et Louise, encore une fois, un incroyable banger. Maintenant, étonnamment, j'ai envie de conseiller un autre film qui est très féminin. J'ai pas fait exprès, mais c'est Les Diaboliques de Georges-Henri Clouzot. Alors, Les Diaboliques, c'est un film qui est fascinant. C'est l'histoire de deux femmes qui décident de tuer l'ignoble directeur d'école dans laquelle elles travaillent. En gros, elles sont respectivement la maîtresse et l'épouse de cet homme. Et pour un film qui parle de meurtre, en fait, il est très peu gore, premièrement. Au contraire, il sera très minimaliste dans la manière de montrer le crime. Le noir et blanc aide, hein, c'est vrai. Mais n'ayez pas peur, hein, le noir et blanc, c'est pas quelque chose de vieux forcément. C'est très bien fait, c'est très moderne comme film. Il a pas du tout mal vieilli. Pourtant, le film, il a 70 ans, mais croyez-moi, il a vraiment très très bien vieilli. Et justement, ce qui est bien, c'est que l'une de ces deux femmes doit être convaincue de participer. Elle se remet constamment en question, même après avoir commis l'acte, parce que c'est deux parties du film. La première, c'est la convaincre, et la deuxième, c'est vivre avec les conséquences de cet acte. Donc il y a une sorte d'ambiguïté morale au centre du récit. Là où Thelma et Louise, il n'y avait pas vraiment ça, là il y a un vrai dilemme. Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut le faire? Et c'est constamment tourné autour de l'eau, des nombreuses formes de l'eau, surtout avec la piscine, la baignoire, la pluie. Et ce sera l'un des seuls sons qu'on entend de l'œuvre. Il n'y a vraiment pas de musique, c'est ça qui est fascinant aussi. Il y a des choix esthétiques très très forts. Et c'est un film qui est sur la culpabilité, la paranoïa et cette fameuse spirale engendrée par ces émotions négatives. L'une des deux femmes, elle était prête à tuer, c'était son plan, celle qui voulait le tuer depuis le début, mais l'autre, qui n'avait pas prévu ça, elle en souffre. Elle voulait pas. Mais maintenant qu'elle a fait, comment elle peut vivre avec ça? Et le film, en fait, il nous laisse être complices du crime, car nous voulons le voir en espérant que les femmes échappent à la police. Donc on veut être du côté des méchantes, entre guillemets, même si ce sont les protagonistes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est du mauvais côté de l'histoire, mais on l'accepte. Et on aime bien. Donc en tant que spectateur, on ressent un truc qui est quand même assez particulier. On ne devrait pas tuer cet homme. Lui, c'est pas un violeur. C'est pas un méchant, c'est juste un énorme connard. Est-ce qu'il mérite de mourir? C'est le débat que va ouvrir le film, parce que le mec est atroce, hein, c'est vrai, il est odieux de A à Z, et le film va critiquer encore une fois le patriarcat, bon ça c'est une évidence, vous l'avez bien compris, et comment les protagonistes s'en sortent après sa mort, parce qu'il y a des choses qui se passe, hein, sans spoiler, après la mort d'un homme, surtout un mari et un homme qui trompait avec sa maîtresse. La structure du film est assez géniale car elle surprend constamment, elle tente différents genres, du polar au thriller psychologique au surnaturel à certains moments, et dans un contexte, mais fascinant, de post-Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, c'est 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un film qui parle quand même de collaboration. C'est ça qui est génial, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est ambigu, c'est horrifique, c'est stressant, c'est l'étude d'un personnage handicapé par sa culpabilité. Et si vous aimez les films de Hitchcock, par exemple, parce que peut-être Hitchcock, pour nous aussi, est plus connu que Clouzot, Hitchcock, c'est vraiment des films très similaires à Clouzot. De toute façon, les deux se répondaient évidemment. Et c'est des films de réalisateurs qui ont super bien vieilli. Donc si vous aimez le cinéma d'Hitchcock, je vous conseille Les Diaboliques, Clouzot, vous allez adorer, la fin est tellement mémorable. Regardez, c'est un super film, c'est un chef-d'œuvre aussi. Vous êtes 11% à avoir vu celui-ci, mais vous n'êtes que 6% à avoir vu Synecdoche New York, que j'avais déjà conseillé sur ma chaîne, et j'ai envie d'en reparler parce que c'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup, c'est Charlie Kaufman qui réalise, et pour faire très simple, c'est l'histoire d'un dramaturge de théâtre qui veut écrire son chef-d'œuvre ultime, l'apogée de sa carrière, limite son chant du cygne. Lorsqu'il va mourir, après potentiellement cette œuvre, il faut que ce soit son dernier acte. Et c'est ça qui est fascinant, mais en même temps, en fait, il a un mariage qui est défaillant, il a une relation ratée avec sa fille, et c'est ce que Charlie Kaufman a toujours fait dans son cinéma. Il parle de la vie, c'est ça que j'aime beaucoup. En gros, en essayant d'écrire cette pièce ultime, gigantesque, ce blockbuster de théâtre, il va tomber dans une spirale qui est mortifère, qui va mélanger psychose, réalité et fiction, car on le suit en train d'écrire la pièce, de la jouer, de tenter des choses, de la mettre en scène, et en même temps, lui perd complètement les pédales, il devient de plus en plus fou, et c'est ça qui est compliqué. Et ça, Charlie Kaufman l'a toujours fait. Il a toujours été fasciné par ce personnage-là, qui ont des vraies névroses, des vrais problèmes. Anomalisa, c'est un pur narcissique. I'm Thinking of Ending Things, c'est une femme qui est dépressive, des films que j'adore. Il y a plein de films comme ça. Il a écrit aussi Being John Malkovich, qui traite de plein de sujets. Et ça qui est bien, c'est qu'en fait, on suit une œuvre qui donne l'impression de voir un rêve éveillé, qui mélange plusieurs moments de la vie de cet homme avec ses traumas évidents, mais surtout les choix qu'il a fait. C'est une capsule, et Kaufman a toujours fait ça, donc si vous aimez ce film, allez voir les autres films de Charlie Kaufman. C'est une capsule par rapport à la vie, le travail, la mortalité, l'éternité, l'art, évidemment très important, hein, la vie de famille, les relations amoureuses, les regrets, le narcissisme, encore une fois, chose qu'il aime bien Kaufman, l'obsession, la maladie. Il va vraiment tacler plein de sujets universels, et ça sera une grande fresque de la vie à un moment donné, dans une Amérique très précise, mais surtout sur cet homme-là
qui vit un peu à travers son art, mais qui du coup ne vit pas dans sa vie avec sa famille et tout. C'est génial. Si vous ne l'avez pas vu, il faut impérativement le voir. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Kaufman. C'est un cinéma qui me parle. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre aussi. Ça a parlé vraiment de comment cet homme, il essaie de jongler avec tout ça. Et en même temps, ça se passe sur littéralement des décennies. On voit vraiment sa vie. Alors oui, il faut un peu s'accrocher à l'œuvre parce que ça commence de manière très normale, mais ensuite, va falloir se concentrer sur l'identité de cet homme, comprendre les symboles du film. C'est pas très compliqué, mais il faut être vraiment focus et vous allez vraiment vous reconnaître par-ci, par-là. Encore une fois, l'identification à un personnage n'est pas une qualité pour un film, mais je précise juste que ça parle de choses qui nous concernent, qui sont belles, qui sont fortes. Il y a une vraie mise en scène en limite féerique, qui est cauchemardesque à la fois dans ce rêve. Bref, c'est émouvant, vous allez chialer, c'est magnifique. Regardez Scent of New York, c'est un film que j'adore. Et vous êtes que 6% à l'avoir vu, bordel. Ce n'est pas assez, il faut changer tout ça. Mais vous êtes 11% à avoir vu Network. Alors Network, c'est un film de Sidney Lumet. Tout le monde adore 12 hommes en colère par exemple. Et là, c'est l'histoire d'un présentateur de télé qui décide de mettre fin à ses jours dans 2 semaines, et cela en direct à la télé. Et cette nouvelle, en fait, elle va changer le monde des médias et des États-Unis pour toujours. En gros, c'est un film qui tape à la fois sur le système de l'époque, qui encourage la rage et les informations comme divertissement qui doit forcément énerver pour attirer, et les médias deviennent un truc complètement différent. L'objectif n'est plus d'éduquer ou de partager l'actualité, mais de créer un mouvement de colère. Et ce mouvement de colère, en fait, il fait disparaître un truc important pour ce pays, les États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement, qui devient de moins en moins puissant que littéralement la petite boîte dans le salon de tous les Américains. Et c'est ça qui est fort, c'est la dichotomie entre cette petite boîte qui va influencer la société comme pas possible, juste avec la rage, littéralement, et en même temps le gouvernement qui essaie de faire plein de choses différentes pour s'en sortir, quoi, parce que le gouvernement est mis à rude épreuve. Et c'est ça qui est fort, et tout le paradoxe de l'œuvre, c'est que ce présentateur-là, suicidaire, devient malgré lui une icône religieuse. Parce qu'il s'est pas suicidé. En fait, il est devenu tellement populaire, tellement connu, qu'il est devenu un gourou. Il tient sa propre religion. Et ça, évidemment, ça fait du mal à la société, mais la télé s'en fout. Les médias se rendent compte de l'argent que ce mec apporte, et donc, il lui donne sa propre émission, et il fait le fou tout le temps à la télé, dans le monde entier. Il est adoré, il crée une sorte de nouvelle religion, et cette utilisation, en fait, elle a une limite. C'est-à-dire qu'elle va parler de corruption, par la suite des lobbies, et de manière générale, elle va mettre en avant la force des médias et comment les gouvernements essayent d'en parler. Parce que bon, si tu veux censurer les médias, tu censures la liberté d'expression, la liberté journalistique, mais en même temps, est-ce que les journalistes n'ont pas perdu un peu leur journalisme, entre guillemets, leur éthique, leur morale, et ça va utiliser la manière dont les médias voient le monde et comment ça manipule la société. Il y a tout un passage sur un groupe antifasciste, et ça va utiliser ce côté sectaire, cette peur pour vendre. La morale, au fait, elle est complètement oubliée. C'est l'infotainment, comme on connaît aujourd'hui. C'est un peu la télé-réalité avant l'heure, mais en même temps, il y a une approche très algorithmique à l'œuvre qui est fascinante, qui est surprenante aussi, parce que c'est quand même les années 70, ce film. Donc c'est un truc qui est flippant. J'adore l'approche réaliste du film qui se concentre quasiment exclusivement sur des relations professionnelles, mais aussi intimes. Qu'elles soient dans les bureaux, dans les institutions politiques, à la maison, c'est assez intéressant. Il y a une romance qui est développée, qui est uniquement là pour des intérêts économiques, en fait, tout simplement. L'approche du film sera aussi de montrer des passages dans le style de la publicité pour faussement vendre du rêve. En fait, c'est un film qui est prémonitoire, quoi. C'est un film qui fait que, oui, sorti il y a 50 ans déjà, mais rien n'a changé. C'est ça qui est flippant, c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre. Donc je sais pas si l'œuvre critiquait uniquement ce qui se passait à l'époque, ou si juste on n'a pas du tout évolué entre temps et rien n'a changé. Et Lumet, il joue beaucoup sur les lumières pour évoquer forcément la religion, mais aussi pour donner une approche documentaire, voyeuriste des secrets sombres des médias. En fait, on est en coulisses et on voit à quel point ces gens-là sont obsédés par qu'une seule chose: les vues de leur chaîne, et en même temps, évidemment, l'argent qu'apporte cette fameuse audience. Les acteurs, ils sont super, ils portent vraiment super bien les rôles, ils sont tous détestables, et le nombre de monologues est assez hallucinant. Bref, vous allez vous en rappeler, c'est un film prophétique, et encore une fois, malheureusement, rien n'a changé, vous n'êtes que 11% à l'avoir vu, donc allez voir Network de Sidney Lumet, c'est génial. Mais le film que vous avez le moins vu s'appelle L'Ascension. Alors ça, c'est un film très particulier, c'est un film de guerre qui est sorti, pareil, années 70, un an après Network. En fait, pour ceux qui ont vu Requiem pour un massacre de Klimov, il faut savoir que L'Ascension, c'est un film réalisé par sa femme, donc Larissa Shepko, qui l'a réalisé juste avant de mourir malheureusement dans un accident de voiture. C'est un film de guerre qui retrace l'aventure de 2 soldats de la mère patrie, l'URSS, dans une région contrôlée par les nazis. C'est 2 personnalités qui s'opposent et qui sont déconstruites ici dans une sorte de quête pour la morale, l'honneur et le sacrifice patriotique.
C'est un film qui est quand même très intéressant de ce point de vue-là parce qu'en fait, on ressent parfaitement le froid. Premièrement, on ressent la saleté et la difficulté à faire des choix moraux dans un monde qui est ravagé par la guerre, que ce soit dans l'extérieur glaçant, mais recouvert de neige, ou les intérieurs qui sont dangereux à cause de potentiels traîtres du pays. C'est encore une fois un film qui parle de collaboration aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est un film qui parle de la difficulté à garder sa santé mentale intacte et son éthique face à un envahisseur cruel mais miséricordieux si tu es prêt à sacrifier ton âme. Donc c'est tout le propos du film. Est-ce que tu vas trahir ou pas ta mère patrie? Est-ce que tu vas trahir tes propres émotions, ton propre code moral? C'est ça qui est vraiment fascinant parce que les soldats, en fait, ils sont détruits physiquement, émotionnellement, afin d'explorer justement les limites de l'héroïsme avec ce sous-texte religieux de leader, suiveur, sacrifice, trahison, culpabilité évidemment. On est face à une fin du monde spirituelle en tout cas, parce que même si la guerre va ravager physiquement le terrain, les gens et tout, c'est aussi un film qui va ravager pour toujours un pays moralement. C'est un moment qui a tellement marqué l'histoire qu'il y a un avant-après pour la société humaine et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on est vraiment face à un rien d'humain dans le regard du protagoniste qui va hanter le spectateur constamment. L'esthétique noir et blanc, par exemple, et la distance avec le personnage crée une ambiance de documentaire de guerre, pendant que des plans rapprochés vont créer une sorte de lien, encore une fois religieux, avec l'objectif. Beaucoup de plans fixes, en fait, ils vont laisser les acteurs marquer l'image, vraiment avec un regard, un moment, et ça va créer quelque chose d'ambigu. Donc il y a vraiment quelque chose de très peu tape à l'œil. C'est pas très long, en plus c'est 1h50. Je l'ai découvert récemment, j'ai adoré. Ils sont constamment testés, ces hommes-là, et la caméra fait un travail pour les mettre en avant. Il y a presque un truc métaphysique sur la condition humaine sous une pression extrême et comment tous les gens agissent par rapport à une situation de guerre qui est voilà, extrêmement compliquée pour tout le monde. Donc ça, si vous ne l'avez pas vu, L'Ascension, c'est un pur chef-d'œuvre aussi. Vous allez adorer, vous n'êtes que 5%, donc foncez dessus, c'est un grand, grand film. Maintenant, il faut parler évidemment de la série que j'avais citée le mois dernier et j'ai une vidéo qui est faite sur ça, c'est Les Sopranos, j'ai une critique avec et sans spoil. Allez la voir si vous voulez mon avis dessus. Mais oui, Les Sopranos, c'est génial. Regardez Les Sopranos, c'est un pur plaisir. Maintenant, pour parler des films que j'ai envie que vous voyiez ce mois-ci, nous avons Le Portrait de la jeune fille en feu. C'est un drame français d'une romance historique de Céline Sciamma. C'est un pur bijou. Regardez ce film, je vous donne pas de synopsis. Franchement, ces films-là, tentez, regardez-les, vous allez sûrement adorer. Ensuite, il faut regarder Man on Fire. C'est un film d'action de Tony Scott. On parlait de Ridley Scott récemment, mais là, c'est Tony Scott et c'est l'un des meilleurs films avec Denzel Washington, évidemment. Un autre drame historique de romance, étonnamment, j'ai pas fait exprès pour le coup, c'est le film de Jane Campion qui s'appelle De Piano ou La leçon de piano en français. C'est un film qui est bouleversant, magnifique, vous allez adorer. Je me suis regardé récemment de nouveau Elephant Man, le drame historique biopic de David Lynch. C'est un peu académique pour du Lynch en général, mais on ressent sa patte, ses thématiques et tout. Il y a des moments incroyables. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour du Lynch aussi. On reparlera de Lynch dans ce genre de vidéo, mais Elephant Man, c'est tellement un kiff. Vous allez adorer. Donc ça, c'est les 4 gros films du mois, on va dire. Et j'ai envie de vous conseiller un film bonus. Et cette fois-ci, je triche parce que c'est 2 films bonus. Vous aimez tous Old Boy, on est d'accord? Eh bien, il faut regarder les autres films de la trilogie. Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance, évidemment. C'est 2 films sur la vengeance, mais complètement différents. Si vous pensez que les films sont similaires à Old Boy, c'est pas vraiment le cas parce que c'est pas vraiment des films d'action, contrairement à Old Boy. Celui-ci est vraiment avec très peu de dialogue et celui-ci, Lady Vengeance, se concentre plus sur le côté communauté et la vengeance. Bref, c'est 2 films incroyables de Park Chan-wook, donc c'est les films à voir honnêtement ce mois-ci. Et la série que je vous conseille, elle est très courte, c'est Fleabag. Si vous n'avez pas vu Fleabag, regardez Fleabag, c'est un pur plaisir aussi. Voilà, c'était les films du mois. Donnez-moi votre avis sur ces films en commentaire. Les avez-vous vus? Est-ce que je vous ai motivé à les voir? Allez, j'ai envie de savoir tout ça et on en parlera en détail le mois prochain pour plus de films. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.